Le dictaphone était posé au centre de la table, entre la soupière en porcelaine blanche et le pain de campagne que j'avais coupé moi-même ce matin-là. Personne ne l'avait encore remarqué. Ils parlaient tous en même temps, comme toujours lors de ces déjeuners du dimanche, et leur voix se mêlait au bruit des couverts et au tic-tac de la vieille horloge comtoise que mon époux avait héritée de son père. Je regardais mon fils assis en face de moi, son sourire facile, ses gestes larges, sa façon de dominer la conversation sans jamais rien dire de vrai, et je sentais quelque chose se resserrer dans ma poitrine. Pas de la peur, non, de la certitude. Dans quelques minutes, j'allais appuyer sur ce petit bouton argenté, et tout allait changer. Avant de commencer cette histoire incroyable, n'oublie pas de mettre un j'aime sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne, et de nous dire dans les commentaires d'où tu écoutes cette histoire. Je m'appelle Madeleine Aubert, j'ai 75 ans, et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais que ma famille elle était ordinaire. Pas parfaite, bien sûr. Aucune famille ne l'est. Mais ordinaire dans le sens où je croyais en connaître les contours, les habitudes, les fidélités. Je croyais savoir qui était qui. Je croyais surtout que mon fils Édouard m'aimait. J'ai grandi à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, dans un appartement qui sentait la térébenthine et le café brûlé parce que mon père était peintre en bâtiment et que ma mère ne maîtrisait pas encore vraiment l'art du percolateur. Nous n'étions pas riches. Nous n'étions pas pauvres non plus. Nous étions ce que les gens de ma génération appellent pudiquement des gens simples, ce qui veut dire que nous savions la valeur de chaque chose et que nous ne gaspillions rien, ni l'argent, ni les mots, ni les sentiments. Mon père me disait souvent que la femme qui observe vaut 10 fois plus que la femme qui parle. Je n'ai pas toujours suivi ce conseil, mais ces dernières semaines, je l'ai appliqué avec une rigueur que je n'aurais jamais cru possible. Mon mari, Robert, nous a quittés il y a 4 ans. 4 ans depuis ce matin d'octobre, où je me suis réveillée et où le lit était trop grand, trop silencieux, trop froid d'un seul côté. Nous avions été mariés 39 ans. Il était comptable, passionné de jazz et de randonnée, et il avait une façon de poser la main sur mon épaule quand je parlais trop vite qui me calmait instantanément. Après son départ, j'ai mis du temps à retrouver un rythme. 1 an, peut-être davantage. Mais je l'ai trouvé. Je me suis remise à la poterie, une passion que j'avais abandonnée à la naissance d'Édouard parce qu'il n'y avait plus le temps pour rien d'autre. J'ai repris contact avec des amis d'enfance. J'ai appris à conduire seule jusqu'à la côte bretonne, ce que Robert avait toujours refusé de me laisser faire parce qu'il disait que j'avais une façon très personnelle d'interpréter les priorités. J'ai ri, longtemps après, en me souvenant de cette phrase. J'ai pleuré aussi, mais c'est une autre histoire. Ce que je n'avais pas prévu, c'est ce qui a commencé à se passer environ 6 mois après le départ de Robert. Édouard avait commencé à venir plus souvent. D'abord 1 fois par semaine, puis 2, puis presque tous les jours à certains moments. Je trouvais ça touchant au début. Je me disais qu'il souffrait lui aussi, qu'il avait besoin de sa mère, que la perte d'un père remet les fils en chemin vers des choses essentielles. Édouard a 52 ans maintenant. Il a travaillé pendant 20 ans dans l'immobilier commercial, il gagne bien sa vie, il a une belle maison à Tassin-la-Demi-Lune avec sa femme Corinne et leurs 2 enfants adultes. Il n'a pas besoin de moi financièrement. C'est du moins ce que je croyais. Les premières alertes ont été si discrètes que je les ai laissées passer sans les nommer. Un soir, il y a un peu moins de 2 mois, Édouard était assis dans le fauteuil de Robert. Celui en cuir brun que personne ne touche jamais parce qu'il reste le fauteuil de Robert. Et il feuilletait des papiers qu'il avait posés sur ses genoux. Je lui avais apporté une tisane et je lui avais demandé ce que c'était. Il avait souri et dit que c'était des documents professionnels, des trucs ennuyeux, et il avait replié les feuilles avec ce geste qu'on a quand on ne veut pas qu'on voit ce qu'on cache. Je n'avais pas insisté. J'aurais dû. Quelques jours plus tard, sa femme Corinne m'avait appelé. Corinne est une femme que j'ai toujours trouvée difficile à cerner. Elle est agréable en surface, efficace, bien habillée, toujours prête à apporter un dessert maison lors des repas de famille, mais il y a quelque chose dans ses yeux qui ne sourit pas quand sa bouche sourit, et ça m'a toujours rendue méfiante. Elle m'avait appelée pour me parler, disait-elle, de mon bien-être. Elle avait employé exactement ces mots. Elle avait dit qu'Édouard et elle s'inquiétaient pour moi, que vivre seule dans cette grande maison n'était peut-être plus tout à fait adapté à ma situation, qu'il existait des endroits très bien désormais, des résidences avec service,
des communautés de vie pour les personnes d'un certain âge, des lieux où l'on n'était jamais seul et où l'on était bien entouré. J'avais répondu très calmement que je n'étais pas seule, que j'avais des amis, des activités, un jardin dont je m'occupais moi-même, et que je n'avais pas besoin d'une résidence avec service, parce que je n'avais encore rien perdu de mes capacités. Elle avait ri un peu, de ce rire léger et faux qu'elle a. Et elle avait dit bien sûr, c'est juste qu'on tient à toi, tu comprends. J'avais compris autre chose. Mais c'est la semaine suivante qui avait tout changé. C'était un mardi, en fin d'après-midi. J'avais été au marché de la Part-Dieu le matin, j'avais déjeuné avec mon amie Suzanne dans un petit restaurant du 2e arrondissement, et j'étais rentrée chez moi vers 15h, fatiguée mais heureuse comme on l'est après une bonne journée ordinaire. En passant devant le salon, j'avais entendu des voix. Édouard était là, ce qui n'était pas prévu. Il était au téléphone, debout près de la fenêtre qui donne sur le jardin, et il parlait à voix basse, mais pas assez basse. Je me suis arrêtée dans le couloir. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute aux portes. Ce n'est pas dans ma nature, et ce n'est pas dans mon éducation. Mais quelque chose dans le ton de sa voix m'a figée sur place. Il y avait une tension dans ses mots, une urgence mauvaise, et j'ai entendu mon prénom. Il disait qu'elle ne se souvient plus de rien. Tu sais comment elle est ? L'autre jour, elle a mis ses clés dans le réfrigérateur. Je t'assure, c'est grave, on ne peut plus la laisser seule comme ça. J'avais posé ma main sur le mur pour ne pas perdre l'équilibre. Je n'avais jamais mis mes clés dans le réfrigérateur. Je n'avais jamais rien mis dans le réfrigérateur sauf ce qui était supposé y être. J'avais la mémoire vive, les idées claires, et je faisais mes mots croisés tous les matins, avec un stylo bleu comme Robert me l'avait appris, parce qu'on ne triche pas avec un crayon. Ce que mon fils était en train de raconter à quelqu'un au téléphone était un mensonge pur et simple. Et il le racontait avec une fluidité qui laissait deviner que ce n'était pas la première fois. Je n'étais pas entrée dans le salon. J'avais reculé doucement dans le couloir. J'avais posé mon sac sur la chaise près de l'entrée sans faire de bruit, et j'étais allée dans la cuisine. Là, j'avais rempli un verre d'eau, je m'étais assise à la table en bois que nous avions achetée avec Robert dans une brocante de Villefranche-sur-Saône 20 ans plus tôt, et j'avais réfléchi. Longtemps. Calmement. Avec cette précision que l'on développe quand on a 75 ans et qu'on a traversé assez de choses pour ne plus se laisser emporter par la première émotion venue. Édouard était resté encore 1 heure. Il était venu me trouver dans la cuisine avec son sourire habituel. Il m'avait embrassé sur le front comme si rien n'était. Il m'avait demandé si j'avais bien mangé, si je dormais bien, et il avait ajouté avec cette douceur sucrée qui m'avait toujours légèrement agacée qu'il allait falloir qu'on parle sérieusement de mon avenir. J'avais hoché la tête. J'avais dit que oui, bien sûr, on en parlerait. Et j'avais continué à éplucher les haricots verts que j'avais rapportés du marché avec des gestes lents et réguliers. Ce soir-là, après son départ, j'ai appelé Suzanne. Suzanne Moreau est mon amie depuis 40 ans. Nous nous sommes connus à une soirée organisée par l'association de parents d'élèves de l'école primaire de nos enfants, elle avec son fils Théo, moi avec Édouard, et nous n'avons plus vraiment cessé de nous parler depuis ce soir-là. Elle est directrice retraitée d'une école maternelle, elle a l'intelligence des situations humaines, et elle ne dit jamais ce que les gens veulent entendre, ce qui est une qualité rare et précieuse. Je lui ai raconté tout ce que j'avais entendu dans le couloir. Elle m'a écouté sans m'interrompre, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Et quand j'ai eu fini, elle a soufflé lentement, et elle a dit que ce n'était pas une surprise pour elle, parce que depuis quelques semaines, elle avait elle aussi reçu des messages d'Édouard. Des messages. De son téléphone. À elle. Il lui avait écrit pour lui expliquer, avec le même ton de fils inquiet et dévoué, que j'avais des absences de plus en plus fréquentes, que je laissais le gaz allumé, que j'avais failli provoquer un incident dans la cuisine, et qu'il essayait de me convaincre de manière douce d'accepter un accompagnement plus structuré. Il lui avait demandé si elle pouvait, elle aussi, l'aider à me faire comprendre que c'était la meilleure solution pour moi. Suzanne avait répondu qu'elle me connaissait depuis 40 ans et qu'elle n'avait jamais vu la moindre absence chez moi. Mais elle avait gardé ces échanges sans m'en parler sur le moment, parce qu'elle voulait d'abord voir comment les choses évoluaient. Elle m'a demandé pardon pour ça. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à me demander pardon, que je comprenais, que ce qui comptait maintenant, c'était de savoir exactement ce que préparait mon fils. Ce que Suzanne m'a dit ensuite, j'ai mis quelques secondes à l'absorber. Elle avait fait ses propres recherches,
Parce que Suzanne est ce genre de femme qui fait ses propres recherches, et elle avait découvert qu'Édouard avait rencontré, il y a un peu plus d'un mois, un conseiller juridique spécialisé dans les procédures de mise sous tutelle pour les personnes âgées présentant des signes de fragilité cognitive. Un conseiller, un spécialiste. Mon fils avait consulté quelqu'un pour savoir comment me faire déclarer incapable de gérer mes propres affaires. J'ai posé le téléphone sur la table. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine le jardin qui commençait à s'assombrir sous le ciel de novembre, les rosiers que j'avais taillés moi-même la semaine précédente, le vieux banc en pierre sur lequel Robert aimait s'asseoir le dimanche matin avec son café et son journal. Et j'ai pensé à ce que représentait ma maison, cette maison que nous avions achetée avec Robert 30 ans plus tôt, que nous avions retapée pièce par pièce, dans laquelle chaque objet, chaque mur, chaque angle de lumière portait l'empreinte de notre vie commune. Cette maison que j'avais choisi de garder après son départ, parce qu'elle était à moi autant qu'elle avait été à nous. Cette maison dont la valeur, dans ce quartier de Lyon qui avait considérablement changé en 30 ans, représentait désormais une somme que je n'aurais jamais imaginée en signant les premiers papiers. C'était ça. Bien sûr, c'était ça depuis le début. J'ai rappelé Suzanne et je lui ai dit que j'avais besoin d'un service. Elle a dit « dis-moi ». J'ai dit que j'avais besoin d'un dictaphone. Elle a ri, doucement, et elle m'a dit qu'elle m'en apporterait un le lendemain matin. Le lendemain matin, elle était à ma porte à 9h, avec le dictaphone et 2 pains au chocolat encore chauds, de la boulangerie du bas de sa rue. Nous avons bu notre café ensemble. Nous avons mangé les pains au chocolat, et elle m'a montré comment fonctionne l'appareil. C'est plus simple que tu ne crois. Elle m'a dit. Tu appuies là pour enregistrer, tu appuies là pour arrêter. C'est tout. J'ai dit que j'avais compris. Elle a posé sa main sur la mienne, et elle m'a regardé avec cet air qu'elle a, sérieux et doux à la fois. Et elle m'a dit, « Madeleine, fais attention à toi. Pas à ce que tu enregistres. À toi. » J'avais hoché la tête et je lui avais promis. Ce soir-là, Édouard avait appelé pour confirmer le déjeuner du dimanche suivant. Il avait dit que Corinne viendrait aussi, et son frère Julien, et la femme de Julien, Nathalie. Un déjeuner en famille, comme souvent. J'avais dit que c'était parfait, que j'allais préparer quelque chose de bien, et j'avais raccroché avec ce sentiment étrange qu'on a quand on sait ce que l'autre ne sait pas encore. Les jours qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie récente. Étranges parce que je devais continuer à me comporter exactement comme avant, à recevoir les appels d'Édouard, avec la même voix tranquille, à répondre aux questions de Corinne sur ma santé, avec la même patience légèrement agacée que j'avais toujours eue, à ne rien laisser paraître de ce que je savais et de ce que je préparais. Je ne suis pas actrice de nature. Mais j'ai découvert que la colère, quand elle est froide et maîtrisée, ressemble beaucoup au calme. J'avais commencé à prendre note de chaque conversation, de chaque appel, de chaque visite, pas seulement avec le dictaphone quand c'était possible, mais aussi dans un carnet que je gardais dans le tiroir de ma table de nuit. J'écrivais les dates, les heures, les mots exacts dont je me souvenais. Suzanne m'avait dit que c'était une bonne idée, que ça pourrait servir plus tard si les choses devaient aller plus loin. Elle avait employé l'expression « aller plus loin » avec une prudence qui m'avait touchée, parce qu'elle comprenait que pour moi, parler de procédure juridique contre mon propre fils était quelque chose qui n'entrait dans aucune case de la vie que j'avais imaginée. Un soir, Édouard était passé sans prévenir. Il avait un dossier sous le bras, épais, avec des onglets de couleur, et il s'était assis en face de moi dans le salon, avec l'air de quelqu'un qui va avoir une conversation sérieuse et constructive. Il avait ouvert le dossier et m'avait montré des brochures, des résidences. 3 différentes dans la région lyonnaise. Il les avait choisies avec soin. Il avait dit, en pensant à mon confort, à ma sécurité, à ma qualité de vie. Il m'avait décrit chaque établissement avec des mots chaleureux et positifs. Les activités proposées, le personnel attentionné, les espaces verts, les repas préparés par des cuisiniers. Il parlait avec le ton de quelqu'un qui a répété ce discours plusieurs fois. J'avais écouté. Tout écouté, sans l'interrompre. Et j'avais pensé, pendant qu'il parlait, à ce que Suzanne m'avait appris sur le conseiller juridique, et à ce que représentait le fait de perdre la capacité légale de gérer ses propres biens, et à ce que deviendrait cette maison, ce jardin, ces rosiers, ce banc en pierre, si quelqu'un d'autre prenait les décisions à ma place. Quand il avait terminé,
J'avais posé les mains à plat sur mes genoux, et je lui avais dit, très doucement, que j'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Il avait souri avec ce soulagement prématuré qu'on a quand on croit avoir gagné quelque chose. Il avait dit bien sûr, « Maman, prends tout le temps qu'il te faut, je suis là pour toi, tu le sais. » Il avait remis les brochures dans le dossier et il avait laissé le dossier sur ma table basse en partant, comme on laisse un appât. Le dictaphone était dans la poche de mon gilet ce soir-là. Mais je n'avais pas eu l'occasion de m'en servir utilement, parce qu'il avait tenu un discours parfaitement présentable. Le genre de discours qu'on peut tenir sans honte devant n'importe qui. Ce n'était pas ça que je voulais enregistrer. Ce que je voulais enregistrer, c'était ce qu'il disait quand il croyait que personne n'écoutait, ce qu'il disait au téléphone à voix basse, ce qu'il disait à Corinne en aparté, la vérité sous le vernis. J'allais devoir être patiente. La patience, c'est quelque chose que l'âge vous donne si vous le laissez faire, pas la résignation, qui est une autre chose. La patience vraie, celle qui sait attendre sans perdre la direction. J'avais 75 ans et j'avais appris à attendre. J'avais attendu que Robert guérisse de sa première alerte cardiaque en me levant tous les matins avec un sourire que je ne ressentais pas toujours. J'avais attendu qu'Édouard adolescent sorte de cette période sombre où il ne parlait plus à personne et rentrait le soir avec des yeux vides. J'avais attendu que ma propre mère accepte de nous quitter dans la sérénité après des mois difficiles. J'avais appris à faire coexister l'inquiétude et la constance. 2 jours avant le déjeuner du dimanche, Édouard était passé en fin de matinée. Il n'était pas seul. Il avait amené Corinne et ils s'étaient assis tous les deux dans le salon pendant que je préparais le café. Je les entendais parler à voix basse depuis la cuisine. Je n'entendais pas les mots, mais je reconnaissais le rythme de leur échange, ce murmure rapide et coordonné qui ressemble à une mise au point de dernière minute. Quand je suis revenue avec le plateau, ils avaient repris des visages ordinaires. Corinne avait pris sa tasse et elle avait dit, comme lancé en passant, qu'elle avait regardé de plus près la résidence des Balmes, celle dont Édouard m'avait parlé, et que c'était vraiment bien, que des gens qu'elle connaissait y avaient placé leur mère, et qu'ils en étaient très satisfaits. Le mot « placé », elle l'avait utilisé naturellement, sans s'en rendre compte apparemment, comme on parle d'un objet qu'on range à sa juste place. J'avais levé les yeux sur elle, et j'avais dit simplement que j'en prenais note. Elle avait souri. Édouard avait alors dit quelque chose qui m'avait traversé comme un courant froid. Il avait dit qu'il avait pris rendez-vous avec le notaire pour la semaine prochaine, pour qu'on puisse enfin régler certaines choses de manière officielle et sécurisée, pour moi bien sûr, avait-il ajouté, pour ma tranquillité d'esprit. J'avais posé ma tasse. J'avais regardé mon fils, ce fils que j'avais porté, que j'avais accompagné à l'école primaire pendant 6 ans avec son cartable qui lui descendait jusqu'aux genoux, que j'avais écouté pleurer à 3 heures du matin quand sa première petite amie l'avait quitté, que j'avais aidé financièrement au début de sa carrière quand les affaires n'allaient pas bien, ce fils dont je connaissais chaque expression du visage depuis 52 ans. Et j'avais vu, pour la première fois avec une clarté totale, quelque chose que je n'avais jamais voulu voir auparavant. Il ne venait pas me voir parce qu'il tenait à moi. Il venait me voir parce qu'il tenait à ce que je possédais. Ce soir-là, après leur départ, j'ai appelé Suzanne et je lui ai dit que le dimanche, il fallait qu'elle soit là. Elle a dit sans hésiter qu'elle serait là. J'ai dit que j'allais préparer un bon repas, un vrai repas de famille, et que j'allais aussi préparer autre chose. Elle a demandé si j'étais sûre. J'ai dit que oui, que j'étais aussi sûre qu'on peut l'être quand on sait exactement ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Le samedi soir, la veille du déjeuner, j'avais tout préparé. La table était mise avec la belle nappe blanche que je gardais pour les occasions, les verres en cristal que nous avions reçus en cadeau de mariage et que nous n'utilisions presque jamais parce que Robert avait peur de les casser, les assiettes à fleurs bleues que j'avais héritées de ma mère. J'avais préparé une terrine de campagne, un poulet rôti aux herbes de Provence, des pommes de terre sarladaises, une salade de la mâche du jardin et un gâteau aux noix que tout le monde dans la famille aimait depuis toujours. Je m'étais appliquée sur chaque plat avec un soin particulier, non pas pour faire plaisir, mais parce que je voulais que cette table soit belle et vraie, que le contraste soit total entre ce que cette maison représentait et ce que certains autour de cette table avaient l'intention d'en faire. Le dictaphone, je l'avais positionné sous le bord de la nappe, entre la corbeille à pain et la soupière, là où il ne se verrait pas, mais où il capterait parfaitement les voix.
J'avais testé l'acoustique la veille avec Suzanne, qui avait parlé depuis différents endroits de la pièce pendant que j'écoutais l'enregistrement dans la cuisine. La qualité était bonne. Les mots étaient clairs. Il n'y avait plus qu'à attendre. Ce dimanche matin de novembre, je me suis levée à 7 heures. J'ai ouvert les volets du salon sur un ciel bas et gris, comme seul Lyon sait en produire en cette saison, ce gris épais et humide, qui pose sur la ville une lumière d'ardoise. J'ai bu mon café seul à la table de la cuisine, lentement, les 2 mains autour de la tasse, et j'ai pensé à Robert. Pas avec tristesse, pas ce matin-là. Je lui ai simplement parlé en pensée, comme je le fais parfois quand les choses sont importantes, et je lui ai dit que j'allais bien, que j'avais la situation en main, et que s'il pouvait faire en sorte que les choses se passent clairement, ce serait bien. À 12:15, ils ont commencé à arriver. Édouard est arrivé le premier, comme toujours. Il a cette habitude d'arriver avant les autres lors des repas de famille. Une habitude que j'avais toujours interprétée comme une marque d'affection. Le fils aîné qui veut aider sa mère, qui veut s'assurer que tout va bien. Ce matin-là, je l'ai regardé franchir le seuil avec d'autres yeux. Corinne était derrière lui, un sac en tissu à la main, un sourire appliqué sur le visage. Elle m'a embrassé sur les 2 joues et elle a dit que ça sentait vraiment bon, que j'avais encore fait des merveilles. Je l'ai remerciée et je l'ai dirigée vers le salon. Julien est arrivé 10 minutes plus tard avec Nathalie. Julien est mon cadet. Il a 48 ans. Il est professeur de mathématiques dans un lycée de Villeurbanne et il est de ces hommes tranquilles qui observent beaucoup sans jamais prendre beaucoup de place. Nathalie est libraire. Ils vivent dans un appartement du 6e arrondissement avec leurs 2 chats et une quantité impressionnante de livres empilés partout. Je les aime tous les 2 d'un amour simple et sans complications. Le genre d'amour qu'on a pour les gens qui ne vous demandent rien de mauvais. Suzanne est arrivée la dernière, avec une bouteille de vin de Bourgogne, et ce regard qu'elle m'a lancé en entrant, discret et précis, qui voulait dire qu'elle était là, qu'elle était prête, et qu'elle m'avait vu poser le dictaphone sous la nappe sans en avoir l'air. Nous nous sommes installés à table. J'avais placé Édouard en face de moi, comme je le fais toujours, et Suzanne à ma gauche, là où elle peut me voir, et où je peux lui parler sans avoir à élever la voix. Le repas a commencé dans la chaleur habituelle des repas de famille. Ce bruit particulier des conversations croisées, des questions sur les enfants, des commentaires sur la météo, du vin qu'on verse et des plats qu'on fait passer. Édouard était de bonne humeur. Trop de bonne humeur, peut-être. La bonne humeur de quelqu'un qui anticipe une victoire. Il a complimenté la terrine, il a demandé des nouvelles du jardin, il a raconté une anecdote sur un client difficile avec ce talent de conteur qu'il a toujours eu et qui a toujours su capter l'attention des gens autour d'une table. Julien souriait. Nathalie posait des questions. Corinne participait avec la précision d'une femme qui a révisé son rôle. C'est en milieu de repas, au moment où je me suis levée pour aller chercher le poulet en cuisine, qu'ils ont commencé à parler entre eux sans retenue. Je l'avais prévu. Je savais que dès que je quitterais la pièce, quelque chose changerait dans l'atmosphère. Les gens se permettent des choses différentes quand la personne concernée n'est pas dans la pièce. Ils baissent leur garde. Ils se parlent avec moins de filtre. Je suis restée quelques instants dans le couloir, avant d'entrer dans la cuisine. J'ai entendu Édouard dire à voix basse mais distincte que c'était peut-être le bon moment pour aborder le sujet, que le notaire était disponible en milieu de semaine, et que plus ils attendaient, plus la situation devenait compliquée à gérer. Corinne a répondu qu'il avait raison, qu'il fallait que les choses soient bien réglées, avant que ça devienne incontrôlable. Et puis j'ai entendu la voix de Julien, plus hésitante, qui demandait de quoi il parlait exactement. Édouard lui a expliqué, avec la même fluidité appliquée qu'il avait eue avec moi, que maman n'était plus vraiment en état de gérer ses affaires seule, que c'était de la responsabilité de la famille de l'accompagner dans cette transition, et qu'il avait consulté quelqu'un qui pouvait les guider dans la procédure à suivre. Il a dit le mot procédure avec une aisance qui m'a serré la gorge. Julien a dit qu'il ne comprenait pas, que maman lui semblait parfaitement bien. Édouard a dit que c'était justement le problème, qu'elle semblait bien, mais que les apparences étaient trompeuses, et qu'un professionnel de santé pourrait confirmer ce qu'ils observaient tous depuis un moment. C'était un mensonge complet. Personne dans cette famille n'avait observé quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait rien à observer. Mon fils était en train d'inventer une réalité pour justifier une procédure
qui lui permettrait de prendre le contrôle de mes biens. Je suis entrée dans la cuisine. J'ai pris le plat de poulet. Et j'ai décidé que c'était le moment. Je suis revenue dans la salle à manger avec le poulet. Je l'ai posé au centre de la table et je me suis rassise. La conversation avait repris un tour ordinaire, comme si rien n'avait été dit. Julien m'a regardée avec des yeux légèrement différents des yeux de tout à l'heure. Et j'ai su qu'il cherchait, malgré lui, à évaluer ce qu'Édouard lui avait dit. Ça m'a fait quelque chose. Pas de la colère contre Julien. De la tristesse pour lui, parce qu'il avait été placé dans une position impossible par son propre frère. J'ai servi le poulet tranquillement. J'ai rempli les verres. J'ai demandé si tout le monde avait assez chaud parce que novembre a cette façon d'entrer par les fenêtres, même quand elles sont fermées. Et puis, quand il y a eu une de ces pauses naturelles dans la conversation, j'ai dit que j'avais quelque chose à partager avec eux. Ils m'ont tous regardé. J'ai souri. Un sourire calme, posé. Le sourire de quelqu'un qui n'a peur de rien parce qu'il n'a rien à cacher. Et j'ai glissé la main sous la nappe, j'ai pris le dictaphone, je l'ai posé sur la table entre la corbeille à pain et mon assiette, et j'ai appuyé sur le bouton de lecture. La voix d'Édouard a rempli la pièce. Elle a rempli la pièce comme une chose concrète, solide, impossible à nier. Sa voix du couloir de l'autre mardi, nette et reconnaissable, qui disait qu'elle ne se souvient plus de rien, que c'est grave, qu'on ne peut plus la laisser seule. Et puis sa voix d'il y a quelques jours, dans ce même salon, qui expliquait à Corinne qu'il fallait que tout soit réglé avant le rendez-vous chez le notaire, que la maison seule valait suffisamment pour couvrir leurs dettes et leur permettre de respirer enfin. Leurs dettes. C'était la première fois que j'entendais ces mots clairement enregistrés. Leurs dettes. Corinne et lui. Des dettes que je ne connaissais pas, que personne autour de cette table ne connaissait apparemment non plus, à en juger par le visage de Julien qui s'était fermé d'un seul coup. J'ai laissé l'enregistrement se dérouler jusqu'au bout. Personne n'a parlé, personne n'a bougé. Corinne avait les yeux fixés sur son assiette. Édouard était devenu blanc. D'un blanc particulier, qui n'est pas seulement la pâleur de quelqu'un qui a été pris en faute, mais la pâleur de quelqu'un qui réalise que le sol sur lequel il se tenait n'existe plus. Quand l'enregistrement s'est arrêté, j'ai posé le dictaphone à côté de ma fourchette. J'ai regardé mon fils. Et j'ai dit, avec la même voix tranquille que j'utilise pour tout, que je voulais qu'il sache que j'allais très bien, que j'avais toujours très bien géré mes affaires, et que cette maison était la mienne et le resterait. Édouard a ouvert la bouche. Il l'a refermée. Julien a posé sa serviette sur la table, et il a regardé son frère avec une expression que je ne lui avais jamais vue, quelque chose entre la stupéfaction et une forme de honte profonde, la honte qu'on ressent pour quelqu'un qu'on aime quand cette personne se révèle capable du pire. Nathalie a posé doucement sa main sur mon bras. Suzanne, à ma gauche, n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est Corinne qui a parlé la première. Elle a dit que ce n'était pas ce que ça semblait être, qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas, des pressions financières que je ne pouvais pas imaginer, et qu'Édouard avait juste voulu trouver une solution. Elle a dit le mot solution comme si c'était une excuse suffisante. Comme si transformer sa propre mère en incapable légale pour récupérer ses biens était une solution parmi d'autres, raisonnable, discutable, compréhensible dans le contexte. J'ai dit que je comprenais très bien la situation, et que c'était précisément pour ça que j'avais pris mes dispositions. J'ai alors sorti de la poche de ma veste l'autre document que j'avais préparé. Une lettre de mon notaire à moi, Maître Bertrand, que je consulte depuis 20 ans, et qui avait rédigé la semaine précédente un document confirmant que j'avais la pleine capacité juridique de gérer mon patrimoine, que j'avais mis à jour mon testament de manière explicite et détaillée, et que toute tentative de procédure de tutelle sans base médicale sérieuse serait contestée avec les moyens nécessaires. J'ai posé le document sur la table, à côté du dictaphone. Édouard a regardé la lettre. Il a regardé le dictaphone. Il a levé les yeux vers moi. Et j'ai vu quelque chose s'effondrer sur son visage. Pas seulement le plan qu'il avait construit, mais quelque chose de plus profond et de plus difficile à nommer, cette image de lui-même qu'il s'était fabriquée et dans laquelle il était le fils protecteur, l'homme de la famille qui prenait les choses en main. Cette image-là venait de se briser sur cette table en bois, autour de laquelle nous avions déjeuné des dizaines de fois. Julien a dit, d'une voix qui ne tremblait presque pas, « Tu aurais pu simplement lui demander de l'aide si vous aviez des difficultés. Tu aurais pu lui parler.
C'est notre mère. Édouard n'a pas répondu. Le repas ne s'est pas poursuivi. Corinne a ramassé son sac. Édouard s'est levé sans regarder personne. Ils sont partis. La porte d'entrée s'est refermée et il y a eu ce silence particulier des maisons après une scène importante. Ce silence qui n'est pas vide, mais plein de tout ce qui vient d'être dit. Julien est resté. Nathalie est restée. Suzanne aussi. Julien s'est levé et il est venu s'asseoir à côté de moi, dans la chaise qu'Édouard venait de quitter, et il a pris ma main dans la sienne. Il ne m'a pas dit que tout allait bien. Il ne m'a pas dit de ne pas m'inquiéter. Il a dit simplement qu'il était désolé de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris plus tôt, et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, il était là, vraiment là. J'ai serré sa main. Nathalie nous a apporté du café. Suzanne a coupé le gâteau aux noix. Et nous avons fini ce dimanche de novembre autour de la table, à 4, dans la lumière grise qui entrait par les fenêtres du salon et qui rendait tout un peu doux, un peu lent, comme ces après-midi qui ressemblent à une respiration après une longue retenue. Le lundi matin, je me suis réveillée avec cette sensation particulière qu'on a le lendemain d'une journée qui a changé quelque chose. Pas une sensation de victoire, non. C'est un mot trop léger et trop simple pour ce que je ressentais. C'était plutôt une sorte de clarté, comme quand on enlève un voile qu'on portait depuis longtemps sans savoir qu'il était là. J'ai fait mon café. J'ai ouvert les volets sur le jardin. Les rosiers avaient cette couleur mouillée et sombre de novembre. Les feuilles restantes accrochées aux tiges, comme des choses qui refusent de lâcher prise. Et j'ai pensé que c'était une image honnête de ce que je traversais. Quelque chose avait résisté. Quelque chose tenait encore. Suzanne m'avait appelée à 9h. Elle voulait savoir comment j'allais, pas de la façon dont on pose la question par politesse, mais de la façon dont elle me pose toujours les questions, directement, avec cette attente du vrai. Je lui avais dit que j'allais bien, que j'avais dormi, que j'avais faim ce matin, ce qui était bon signe. Et elle avait ri de ce rire court et franc qui lui ressemble. Elle m'avait dit qu'elle était fière de moi. Je lui avais dit que sans elle et son dictaphone et ses pains au chocolat, les choses auraient peut-être pris un tournant très différent. Dans l'après-midi, Julien m'avait appelé à son tour. Il avait une voix différente de celle de la veille, moins sous le choc, plus posée, et il voulait qu'on se voie dans la semaine pour parler vraiment, pas seulement de ce qui s'était passé dimanche, mais de comment les choses allaient se passer ensuite. Il avait utilisé le mot ensuite avec une attention qui m'avait touchée, parce qu'il voulait dire qu'il pensait à la continuité, à ce qui venait après la révélation, pas seulement à la révélation elle-même. J'avais dit que oui, qu'on se verrait, et qu'il pouvait venir à la maison jeudi si ça lui convenait. Édouard, lui, n'avait pas appelé. Je ne l'avais pas attendu. Ou plutôt, je l'avais attendu d'une certaine manière, comme on attend quelque chose qu'on sait incertain, sans y accrocher ni espoir ni déception. Je savais qu'Édouard avait besoin de temps pour traverser ce qu'il avait à traverser, et que ce temps-là lui appartenait entièrement. Ce que j'avais fait dimanche n'était pas une punition. C'était une vérité posée sur une table. Ce qu'il en faisait, c'était son affaire. Le mardi, j'avais eu rendez-vous avec Maître Bertrand, mon notaire. Je lui avais rapporté ce qui s'était passé dimanche, avec les détails nécessaires, et il avait écouté avec ce sérieux professionnel qui ne laisse passer aucun détail. Il m'avait dit que j'avais bien fait de mettre à jour mes documents en amont, que le dossier était solide, et que si la situation devait évoluer de manière conflictuelle, j'étais dans une position juridique claire et protégée. Il avait ajouté, en reposant son stylo, que dans sa carrière il avait vu beaucoup de situations de ce type, que c'était plus courant qu'on ne le croyait, et que les personnes qui s'en sortaient le mieux étaient celles qui anticipaient plutôt que celles qui réagissaient. J'avais dit que c'était exactement ce que mon père m'avait appris à faire, à ma façon. En sortant de l'étude notariale, j'avais marché un moment dans les rues du 2e arrondissement, ces rues que je connais depuis l'enfance et qui ont cette qualité particulière de me ramener à moi-même quand je m'en éloigne. Lyon a cette vertu, pour ceux qui y ont grandi, d'être une ville qui vous tient. Les façades ocre et grises, les traboules qui percent les immeubles comme des passages secrets, les odeurs de la Saône quand on descend vers les quais, je n'avais nulle part où aller d'urgent. J'avais marché lentement, les mains dans les poches de mon manteau, et j'avais senti quelque chose se déposer en moi,
quelque chose qui ressemble à ce qu'on éprouve quand on a fait ce qu'il fallait faire et qu'on peut maintenant continuer à vivre normalement. Le jeudi, Julien est venu comme prévu. Je lui avais préparé une soupe de légumes et du pain frais, quelque chose de simple parce que je n'avais pas envie d'un repas de circonstance, et nous nous étions assis à la table de la cuisine, lui en face de moi, avec nos bols et nos cuillères, et cette familiarité tranquille que nous avons toujours eue sans jamais vraiment la nommer. Il avait commencé par me demander si j'avais des nouvelles d'Édouard. Je lui avais dit que non. Il avait hoché la tête, et il avait dit qu'il avait essayé de lui parler lui aussi, que la conversation avait été courte et tendue, et qu'Édouard avait dit qu'il avait besoin de temps. Julien avait l'air de quelqu'un qui porte quelque chose de lourd, non pas à cause de ce que je lui avais révélé sur son frère, mais à cause de ce que cette révélation lui disait sur lui-même, sur ce qu'il n'avait pas vu, sur la distance qu'il avait peut-être laissé s'installer dans leur fratrie sans s'en apercevoir. Je lui avais dit que ce n'était pas sa faute. Que personne ne voit ce genre de choses venir parce que personne ne cherche à voir ce genre de choses dans quelqu'un qu'il aime. Que j'avais moi-même mis des semaines à accepter ce que j'entendais. Il avait dit qu'il comprenait, mais que ça ne le dispensait pas de se poser les bonnes questions sur comment il avait laissé leur relation évoluer ainsi, comment ils en étaient arrivés là, Édouard et lui, à ne plus vraiment se parler, à coexister dans la même famille, sans se connaître vraiment. C'était une conversation profonde, plus profonde que tout ce que Julien et moi avions eu depuis des années. Nous n'avons pas l'habitude, dans cette famille, de parler de nos intérieurs. Nous sommes des gens qui fonctionnent, qui organisent, qui font, qui préparent les repas et conduisent les enfants et réparent ce qui est cassé. Parler de ce qu'on ressent, ça demande un contexte particulier, un moment où les défenses habituelles sont moins hautes. Ce jeudi-là, nous avions ce moment. Je lui avais dit une chose que je n'avais jamais dite à voix haute. Je lui avais dit que pendant tous ces jours, où j'avais préparé le dimanche, où j'avais enregistré en secret, où j'avais consulté le notaire, la chose qui m'avait été la plus difficile n'était pas la peur de perdre la maison, ni même la trahison de mon fils. C'était l'idée que si j'avais eu moins de caractère, si j'avais été moins vigilante, moins solide, je serais peut-être aujourd'hui en train de signer des papiers sans comprendre ce que je signais. Et ça, cette pensée-là, m'avait traversé plusieurs nuits avec une brutalité que je n'avais montrée à personne. Julien avait posé sa cuillère. Il m'avait regardé longuement. Et puis, il avait dit qu'il était là maintenant, que quoi qu'il arrive avec Édouard et avec tout le reste, lui il était là, solidement, et qu'il ne me laisserait plus jamais dans une position où je devrais me battre seule. J'avais hoché la tête. Je ne pleurais pas. Je ne pleure pas facilement et ce n'était pas un moment pour les larmes. C'était un moment pour ce qui est plus solide que les larmes, pour ce qui reste quand les émotions se posent, cette chose tranquille qu'on appelle parfois la confiance. Après le départ de Julien, le soir tombant sur le jardin, je m'étais assise dans le fauteuil du salon, pas celui de Robert, le mien, celui près de la lampe, avec un livre que je n'avais pas encore ouvert et une tasse de tilleul. Je n'avais pas lu. J'avais juste été là, dans ma maison, dans ce silence qui était le mien, entouré des objets que j'avais choisis, et des murs que j'avais repeints, et des livres que j'avais lus, et j'avais pensé que cette vie-là, cette vie ordinaire et concrète, est bien à moi, personne ne me l'enlèverait. Le vendredi matin, quelque chose d'inattendu s'était produit. Le téléphone avait sonné à 10h30. J'avais reconnu le numéro d'Édouard. J'avais laissé sonner 2 fois avant de décrocher, non pas par jeu, mais parce que j'avais voulu prendre une grande respiration d'abord. Sa voix était différente. Pas la voix du fils dévoué du dimanche. Pas non plus la voix tendue de quelqu'un qui se prépare à un affrontement. Une voix fatiguée, plus petite que d'habitude. La voix de quelqu'un qui a peu dormi et qui a réfléchi dans les heures sombres. Il avait dit « Maman ». J'avais dit « Oui ». Il avait dit qu'il avait besoin de me parler. Pas au téléphone. En vrai. Il avait dit qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de me demander ça. Que je n'avais aucune raison de lui accorder quoi que ce soit, mais qu'il avait besoin qu'on se parle. Lui et moi, sans Corinne, sans Julien, sans personne d'autre. J'avais gardé le silence quelques secondes. Et puis j'avais dit qu'il pouvait venir le lendemain matin, à 10h, et que je ferais du café. Il y avait eu un silence de son côté aussi. Et puis il avait dit merci, avec une sincérité dans la voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps.
une sincérité dépouillée de tout le reste. Juste le mot et ce qu'il portait. J'avais raccroché. J'étais restée un moment avec le téléphone dans la main. Par la fenêtre de la cuisine, un rouge-gorge s'était posé sur le bord de la vasque du jardin et il penchait la tête de côté comme s'il réfléchissait à quelque chose d'important. Je l'avais regardé jusqu'à ce qu'il s'envole. Et puis j'avais repris ce que j'étais en train de faire avant que le téléphone sonne. Le lendemain matin, il fallait que je sois prête pour une conversation qui ne ressemblerait à aucune autre. Le samedi matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Pas parce que je n'avais pas dormi, non. J'avais dormi d'un sommeil profond et sans interruption, ce qui était en soi une information sur l'état dans lequel je me trouvais. Quelque chose s'était stabilisé en moi après la conversation avec Julien, après l'appel d'Édouard, après ces quelques jours où j'avais eu le temps de laisser les choses se déposer. Je me suis levée tôt parce que je voulais du temps pour moi avant son arrivée. Du temps pour être dans ma maison, dans mon silence, avec mes pensées, avant que la journée prenne la forme que quelqu'un d'autre lui donnerait. J'ai fait du café, j'ai coupé du pain. J'ai mis sur la table le pot de confiture de figues que j'avais préparé à l'automne, dans ces après-midi de septembre où on fait des choses simples et bonnes, parce que la lumière est belle et qu'il n'y a rien de plus urgent. J'ai regardé la table, et j'ai pensé que c'était une table honnête, sans cérémonie, sans nappe blanche ni verres en cristal. Juste une table de cuisine un matin d'hiver. À 10h moins 5, j'ai entendu sa voiture se garer devant la maison. Je l'ai regardé traverser le jardin par la fenêtre. Il marchait lentement, les mains dans les poches de son manteau, la tête légèrement baissée. Il n'avait pas cet air qu'il a d'habitude, cette façon d'occuper l'espace avec assurance, de poser les pieds sur le sol comme quelqu'un qui sait exactement où il va. Il avait l'air d'un homme qui porte quelque chose de lourd et qui ne sait pas encore comment le poser. J'ai ouvert la porte avant qu'il sonne. Il m'a regardé et il n'a rien dit pendant un moment. Et puis il a dit « Bonjour maman », simplement, et je l'ai fait entrer. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Je lui ai versé un café. Il a posé ses 2 mains autour de la tasse comme je le fais moi-même le matin. Ce geste que je lui avais vu faire depuis qu'il était petit et qui, ce matin-là, m'a traversé d'une façon que je n'avais pas anticipée. On reconnaît dans ses enfants des morceaux de soi-même aux moments les plus inattendus. Il n'a pas commencé tout de suite. Il a bu une gorgée de café. Il a regardé la table. Et puis il a levé les yeux vers moi et il a dit qu'il ne savait pas par où commencer. J'ai dit que ce n'était pas grave, qu'il pouvait commencer par n'importe où. Il a dit qu'il avait honte. Le mot est sorti directement, sans préparation ni atténuation. Honte. Il a dit qu'il n'arrivait pas à trouver un autre mot pour ce qu'il ressentait depuis dimanche, qu'il avait tourné dans tous les sens et que c'était toujours ce mot-là qui revenait. Il a dit que ce qu'il avait fait, ce qu'il avait préparé, ce qu'il avait raconté sur moi à des gens qui me connaissaient, c'était inexcusable et qu'il le savait. Je l'ai laissé parler. Je n'ai pas dit que c'était pardonné. Je n'ai pas dit que c'était compréhensible. Je n'ai pas dit les choses qu'on dit parfois trop vite pour mettre fin à l'inconfort d'une situation. Je l'ai simplement laissé aller jusqu'au bout de ce qu'il avait à dire, parce que je pensais qu'il en avait besoin et que moi aussi j'en avais besoin. Il a parlé des dettes. Il m'en a parlé vraiment, pour la première fois, sans les enrober ni les minimiser. Des dettes contractées dans un projet immobilier qui avait mal tourné il y a 3 ans. Un investissement qu'il avait fait avec un associé en qui il avait eu confiance et qui s'était révélé peu fiable, des sommes importantes qui s'étaient accumulées avec les intérêts, et Corinne et lui qui avaient essayé de gérer ça seul depuis 2 ans, sans en parler à personne parce qu'Édouard n'est pas quelqu'un qui demande de l'aide facilement. Ce n'est pas une excuse, il a dit. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai demandé pourquoi il n'était pas simplement venu me parler. Il a eu un silence long. Et puis il a dit qu'il avait eu peur. Pas peur de ce que je dirais. Pas peur que je refuse de l'aider. Peur de me décevoir. Peur que je le voie comme quelqu'un qui avait échoué, qui n'avait pas su gérer sa vie d'adulte, qui revenait vers sa mère après 50 ans en admettant qu'il s'était trompé. Il a dit que c'était ridicule de formuler ça comme ça. Il en était conscient, mais que c'était la vérité. Je l'ai regardé. Cet homme de 52 ans assis en face de moi avec sa tasse de café et sa honte et sa peur de me décevoir. Et j'ai pensé au garçon de 8 ans qui rentrait de l'école en pleurant parce qu'il avait raté sa dictée et qui refusait que je le console parce qu'il voulait régler ça lui-même. Certaines choses ne changent pas vraiment. Elles grandissent avec nous
et elles prennent des formes différentes. Mais au fond, elles restent les mêmes. Je lui ai dit que la peur de décevoir sa mère était une chose que je comprenais, que j'avais moi-même vécu avec cette peur pendant des années vis-à-vis de mes propres parents, que c'était une peur humaine et réelle, mais que cette peur, quand on la laisse prendre trop de place, pouvait mener à des décisions que la peur seule ne peut pas justifier. Que transformer sa propre mère en incapable pour résoudre un problème financier, ce n'était pas une décision prise dans la peur. C'était une décision prise dans quelque chose de plus sombre, et qu'il fallait qu'il soit honnête avec lui-même sur ce point. Il n'a pas protesté. Il a hoché la tête lentement, le regard toujours sur la table, et il a dit qu'il savait. Qu'il s'était dit des choses pendant ces quelques jours qui n'étaient pas faciles à admettre sur soi-même. Qu'il avait trouvé des justifications pendant longtemps, que c'était pour mon bien, que j'aurais été mieux entourée, que la maison était trop grande pour moi seule. Toutes ces choses qu'il s'était répétées pour ne pas regarder en face ce qu'il était en train de faire vraiment. Et que dimanche, quand sa propre voix avait rempli la pièce depuis ce petit appareil posé sur ma table, il avait entendu quelqu'un qu'il ne voulait pas être. Il y a eu un long silence entre nous. Pas un silence inconfortable. Un silence qui ressemblait à quelque chose qui se décante, à une eau trouble qui commence à redevenir claire. J'ai pris une gorgée de café, et j'ai dit que j'avais une question à lui poser. Une seule, et que je voulais qu'il y réponde honnêtement. Il a dit qu'il répondrait honnêtement. J'ai demandé si Corinne avait eu une part active dans ce qui avait été planifié, si c'était quelque chose qu'ils avaient en construit ensemble, ou si elle avait simplement suivi. Il a pris son temps avant de répondre. Ce temps-là, je l'ai respecté parce que je savais que la réponse était compliquée, et que simplifier une réponse compliquée pour me ménager aurait été une autre forme de mensonge. Il a dit que Corinne était au courant de tout, qu'elle avait participé aux décisions, mais que l'idée initiale venait de lui. Qu'il aurait pu dire non à certaines choses et qu'il ne l'avait pas dit. Qu'il prenait sa part de responsabilité entièrement et qu'il ne cherchait pas à se décharger sur elle. Cette réponse m'a dit quelque chose d'important sur l'homme qu'Édouard était encore capable d'être, même après tout ça. Nous avons parlé encore longtemps ce matin-là. Il m'a expliqué la situation financière dans ses détails, les chiffres, les délais, ce qui était rattrapable et ce qui l'était moins. Je l'ai écouté avec attention parce que quand quelqu'un vous explique ses difficultés réelles, sans phare ni manipulation, ça mérite une écoute réelle. Je ne lui ai pas proposé de solution immédiate. Ce n'était pas le moment. Ce moment-là était pour autre chose, pour remettre les choses à leur place, pour que nous sachions tous les deux où nous en étions réellement l'un vis-à-vis de l'autre. Avant qu'il parte, il m'a demandé si je pensais qu'on pouvait reconstruire quelque chose. Pas reprendre comme avant, il a précisé. Parce qu'il savait que reprendre comme avant n'était pas possible ni même souhaitable. Mais construire quelque chose de différent, quelque chose de plus honnête, si j'en avais la volonté. J'ai dit que je ne savais pas encore, que c'était une réponse honnête et que c'était la seule que j'avais pour l'instant. Que la volonté de reconstruire ne suffisait pas seule, qu'il faudrait du temps, des actes, une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et que ça ne se décidait pas en une matinée autour d'une table de cuisine. Il a dit qu'il comprenait. Il s'est levé. Il a remis son manteau. Et avant de sortir, il s'est retourné sur le seuil de la cuisine. Et il a dit, avec une voix qui cherchait ses mots, « Tu es la femme la plus solide que je connaisse. Je ne sais pas si c'est une consolation pour toi. Mais je voulais te le dire. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé partir, traverser le jardin, monter dans sa voiture. Et quand sa voiture a disparu au bout de la rue, je suis restée un moment à la fenêtre, avec ma tasse vide dans la main, et j'ai pensé que la solidité dont il parlait n'était pas quelque chose que j'avais choisi d'avoir. C'était quelque chose que la vie m'avait donné en échange de tout ce qu'elle m'avait pris. Ce n'est pas un cadeau qu'on demande, mais c'est un cadeau qu'on finit par chérir. L'après-midi, j'avais appelé Suzanne pour lui raconter. Elle avait écouté jusqu'au bout, et elle avait dit, avec ce sens de la formule qui lui appartient entièrement, « Alors maintenant tu sais ce qu'il reste de ton fils. Et maintenant lui aussi le sait. » C'est un point de départ, Madeleine. Pas une arrivée, un point de départ. J'avais dit qu'elle avait raison. Et dans le jardin, les rosiers dans leur gris de novembre avaient cette tenue particulière des choses qui attendent le printemps sans s'en inquiéter. Le dimanche suivant, je ne me suis pas levée pour préparer un repas de famille. Pour la première fois depuis des années,
J'avais décidé que ce dimanche-là m'appartenait entièrement. Pas à la famille, pas aux obligations, pas aux habitudes construites sur des décennies de déjeuners collectifs où l'on se retrouve par réflexe autant que par affection. Ce dimanche-là, j'avais prévu autre chose. Je suis allée à mon atelier de poterie. L'atelier se trouve dans une petite rue du 3e arrondissement, au fond d'une cour pavée que les touristes ne trouvent jamais parce qu'elle ne figure sur aucun guide. C'est une pièce basse de plafond avec de grandes fenêtres qui donnent sur les toits, et quand la lumière entre le matin, elle fait des choses particulières sur les pièces en cours de séchage. Elle révèle les textures, les irrégularités, toutes ces petites imperfections qui font qu'une pièce faite à la main ne ressemble à aucune autre. J'aime cet endroit d'un amour que je n'ai jamais vraiment su expliquer. Il y a dans le travail de l'argile quelque chose qui remet le corps et l'esprit dans le bon ordre, quelque chose de concret et d'humble qui force la présence. Ce matin-là, j'avais travaillé pendant 3 heures sans penser à Édouard, sans penser au dictaphone, ni au notaire, ni aux dettes, ni à rien de tout ça. Mes mains étaient dans l'argile et mon esprit était avec mes mains. Et c'était suffisant. En rentrant chez moi en début d'après-midi, j'avais trouvé un message de Nathalie sur mon téléphone. Elle m'invitait à venir à leur librairie en fin de semaine pour une présentation d'auteur, une femme qui avait écrit un roman sur les liens entre mère et fille dans les familles provençales, et Nathalie pensait que ça me plairait. Elle avait ajouté, avec la délicatesse qui la caractérise, que Julien serait là aussi et que ce serait bien de se retrouver dans un contexte léger, sans agenda lourd, juste pour passer un bon moment. J'avais répondu que oui, avec plaisir, et que je lui apporterais des biscuits aux amandes que j'avais l'intention de faire en milieu de semaine. La vie reprenait ses formes ordinaires, pas les mêmes formes qu'avant, pas exactement, mais des formes ordinaires quand même. Et c'était bien ainsi. Le mercredi, j'avais reçu un courrier de Maître Bertrand. Il me confirmait que les documents mis à jour étaient enregistrés, que tout était en ordre, et il ajoutait une note manuscrite en bas de page, ce qu'il ne fait jamais d'habitude, pour me dire que j'avais géré la situation avec une intelligence et une mesure qui forçaient le respect. Je l'avais relu 2 fois, ce mot manuscrit, pas par vanité, mais parce que les mots écrits à la main ont un poids différent des mots imprimés, et que ce poids-là me touchait. Le jeudi matin, quelque chose que je n'attendais pas s'était produit. Corinne m'avait appelé. J'avais reconnu son numéro et j'avais hésité une fraction de seconde avant de décrocher. Pas parce que j'avais peur de cette conversation, mais parce que je voulais être pleinement présente pour elle, quelle que soit la direction qu'elle prendrait. Sa voix n'avait pas le ton habituel, pas le ton lisse et appliqué qu'elle a toujours. Cette politesse de surface qui ressemble à une armure bien ajustée. Elle parlait différemment, plus lentement, avec des pauses qui laissaient entendre qu'elle cherchait ses mots et qu'elle ne les avait pas préparés à l'avance. Elle a dit qu'elle savait qu'elle n'avait aucune raison de s'attendre à ce que je l'écoute, mais qu'elle avait besoin de me parler quand même. Je lui ai dit qu'elle pouvait parler. Elle m'a dit des choses que je n'avais pas anticipées. Elle m'a dit qu'elle portait une part de responsabilité dans ce qui s'était passé, que ce n'était pas entièrement la faute d'Édouard, qu'elle avait elle-même alimenté certaines décisions parce qu'elle avait paniqué face aux dettes et qu'elle avait vraiment cru dans sa tête à l'époque, que c'était une solution envisageable. Elle a dit qu'en entendant l'enregistrement dimanche, elle avait entendu sa propre voix aussi, ses propres mots, et qu'elle ne s'était pas reconnue, qu'elle ne voulait pas être cette personne. J'avais écouté sans l'interrompre. Elle a dit qu'elle ne me demandait pas de pardon parce qu'elle n'avait pas ce droit-là, que le pardon n'était pas quelque chose qu'on pouvait demander comme on demande un service, que c'était quelque chose qui appartenait entièrement à celle qui le donne ou ne le donne pas. Elle a dit qu'elle voulait juste que je sache qu'elle avait compris, vraiment compris, et que si un jour les choses pouvaient évoluer, elle y mettrait tout ce qu'elle avait. J'avais pris une longue respiration, et j'avais dit que je l'avais entendue, que c'était une chose importante d'entendre quelqu'un dire ce qu'elle venait de dire, sans chercher à s'en sortir facilement, que je ne savais pas encore ce que l'avenir ressemblerait, ni pour elle, ni pour Édouard, ni pour moi, mais que ce qu'elle venait de faire demandait du courage, et que je ne l'ignorais pas. Elle a dit merci, avec une voix qui s'était étranglée légèrement sur le mot. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le fauteuil du salon un long moment. La lumière de décembre entrait par les fenêtres, avec cette qualité froide et horizontale qu'elle a en hiver, cette lumière qui rase les surfaces et fait ressortir les reliefs. Je regardais la pièce,
les livres alignés sur les étagères, le tableau de Robert accroché entre les deux fenêtres, le tapis usé au centre que je n'avais jamais voulu remplacer parce qu'il portait la trace de 30 ans de vie familiale. Et je pensais à toutes les personnes qui avaient traversé cette pièce, qui s'y étaient assises, qui y avaient parlé, qui avaient eu des choses qu'elles auraient dû dire. Je pensais aussi à moi, à la femme que j'avais été et à celle que j'étais maintenant. Ces deux versions ne sont pas si différentes, en réalité. Je n'ai pas changé profondément à travers ce qui s'était passé, mais quelque chose s'était précisé, comme quand on règle la mise au point d'un objectif, et que l'image, qui était déjà là, devient simplement plus nette. Je savais mieux ce que je valais. Je savais mieux ce que je refusais. Et je savais mieux, aussi, ce que j'étais encore capable d'offrir quand les gens autour de moi méritaient qu'on leur offre quelque chose. Le vendredi soir, j'étais à la librairie de Julien et Nathalie. C'était une petite salle remplie à moitié de gens qui aimaient les livres, ce qui est toujours le meilleur type de public, des gens qui écoutent vraiment parce qu'ils sont habitués à prêter attention aux mots. L'auteur était une femme d'une 60aine d'années, vive et précise dans ses formulations, et elle avait parlé de son roman avec cette façon particulière qu'ont les écrivains, qui ont mis quelque chose de vrai dans leurs pages, cette façon de parler des personnages comme de gens qu'ils ont réellement connus. J'étais assise entre Suzanne et Julien. Nathalie allait et venait dans la librairie, avec cet air naturellement heureux qu'elle a dans cet espace qui est le sien, entre les tables de présentation et les rayonnages, portant des livres et des verres de vin blanc, avec la même grâce tranquille. À un moment, l'auteur avait dit quelque chose qui m'avait arrêtée. Elle avait dit que dans les familles, les trahisons les plus difficiles à traverser ne sont pas celles des ennemis, ni même des étrangers, mais celles des gens qui nous aiment mal, parce que l'amour mal donné ressemble tellement à de l'amour qu'on met longtemps à voir la différence. J'avais pensé à Édouard, pas avec colère, pas avec cette douleur aiguë du dimanche du dictaphone, avec quelque chose de plus complexe et de plus humain, ce sentiment ambigu qu'on a pour les gens qui nous ont déçus profondément et qu'on aime quand même, parce qu'on ne choisit pas d'aimer et qu'on ne choisit pas non plus de cesser de le faire du jour au lendemain. Après la présentation, dans la petite fête informelle qui avait suivi avec du vin et des biscuits aux amandes que j'avais apportés et qui avait disparu en un quart d'heure, Julien m'avait pris à part dans un coin de la librairie, près des romans étrangers, et il m'avait dit qu'Édouard lui avait parlé ce matin, qu'il avait décidé de consulter quelqu'un, un conseiller financier indépendant cette fois, pour regarder en face la situation réelle et trouver des solutions honnêtes, qu'il avait aussi commencé à parler avec Corinne d'une manière différente, plus directe, moins dans la gestion de façade. Julien avait dit qu'il ne savait pas si ça durerait, si c'était un vrai tournant ou une résolution de façade, mais qu'il voulait que je le sache. J'avais dit que c'était bien, simplement ça, que c'était bien. En rentrant ce soir-là, à pied parce que le froid sec de décembre était de ceux qu'on aime marcher dedans, avec les lumières de la ville qui se reflétaient dans les pavés mouillés et les odeurs de châtaignes grillées qui montaient d'un étal près des quais, j'avais pensé à tout ce que ce mois avait contenu. Les mensonges découverts, les enregistrements, la table du dimanche, le silence d'Édouard, et puis sa voix fatiguée au téléphone, la conversation dans la cuisine, Corinne qui appelait sans y être obligée, Julien qui prenait sa place de frère et de fils avec une sincérité que je n'avais pas vue venir. Tout ça dans un mois. La vie a parfois cette façon de concentrer dans un espace court ce qui aurait pu prendre des années. Je n'avais pas pardonné. Pas encore. Peut-être pas de sitôt. Le pardon est une chose lente quand la blessure est profonde, et je ne me forçais pas à aller plus vite que ce que je ressentais vraiment. Mais j'avais fait quelque chose de différent du pardon, et qui me semblait tout aussi important. J'avais choisi de ne pas me laisser réduire par ce qui s'était passé. De ne pas devenir une femme aigrie ou méfiante de tout et de tous. Une femme qui ferme ses portes et ses fenêtres, parce qu'une fois quelqu'un est entré sans permission. Ce choix-là, il m'appartenait entièrement. En poussant la grille de mon jardin, j'avais regardé la façade de ma maison dans la nuit, les fenêtres éclairées de l'intérieur parce que j'avais laissé la lampe du salon allumée en partant, cette habitude que j'avais prise depuis que je vivais seule, rentrer vers une lumière plutôt que vers le noir. Et j'avais pensé que cette maison était toujours mienne, que ces murs étaient toujours les miens, que ce jardin avec ses rosiers endormis pour l'hiver serait à nouveau en fleurs au printemps, et que moi j'y serais aussi, dans mon fauteuil près de la lampe, ou les mains dans la terre,
parfaitement capable de décider pour moi-même ce que je voulais faire de ma propre vie. J'avais 75 ans. Pas le début, bien sûr. Mais certainement pas la fin. Quelque chose entre les deux. Un endroit où l'on a suffisamment vécu pour savoir ce qui compte vraiment et suffisamment d'avenir pour en faire quelque chose de bien. J'ai refermé la grille derrière moi et je suis rentrée chez moi.